Donc ce soir, chat, nous allons parler d'objets maudits, d'objets hantés. Ce que l'invisible peut posséder, ce que l'invisible peut influencer et surtout ce que on ne peut comprendre sans l'avoir vécu. Dans la première partie de ce podcast, nous allons parler de ce qui s'attache aux choses. Et dans la vie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de très humain. Il y a des objets que l'on garde par habitude. D'autres que l'on transmet par devoir, dans les héritages par exemple. Et certains qu'on refuse de toucher. Peut-être à cause de leur histoire, peut-être à cause de ce qu'on a entendu d'ailleurs. Ou peut-être simplement... à cause de ce qu'ils peuvent dégager. Car parfois, un objet semble plus qu'un objet. Comme si il avait une présence, tu vois, une volonté. Comme s'il portait en lui quelque chose, une mémoire. Ou peut-être même une malédiction. Dans les brocantes, dans les greniers, dans les vitrines de musées, ils dorment en silence. Mais certains disent qu'ils attendent. Et qu'il suffit d'un regard ou d'un geste pour que tout recommence. Je suis sûr que vous-même, en vous baladant dans certains marchés, vous avez déjà observé des objets qui vous ont mis mal à l'aise, que vous n'avez pas osé toucher, ou encore même regarder ou acheter. Eh bien, c'est ce qu'a vécu Donna. Donna était étudiante en soins infirmiers à Hartford, dans le Connecticut. Nous sommes... Pendant ce temps, en 1970, Donna partage un appartement avec une amie. Pour son anniversaire, sa mère lui offre une grande poupée de chiffon. Une Raggedy Ann, typique des années 60. Ce modèle avait fait fureur à l'époque. Joue rose, robe à fleurs, un sourire cousu d'un fil rouge. En soi, finalement, cette poupée n'avait vraiment rien d'effrayante. Au contraire, elle évoque même l'enfance, le réconfort, tout ce qui peut être, eh bien, positif, finalement. Donna, toute heureuse quand elle a reçu le cadeau, eh bien, l'a posé sur son lit, comme si c'était une petite décoration. Sauf que rapidement, les choses ne se passent pas comme prévu. La poupée se met à bouger. Au début, c'était tout au plus de quelques centimètres, tu vois. Et puis, elle la change de pièce. Quelques jours plus tard, il la retrouve debout. Ou encore adossée contre le mur. Une fois même, elle les a trouvés avec des bras croisés, un peu différemment. À ce moment-là, les filles dans l'appartement pensent à une espèce de blague, entre elles ou des amis par exemple. Et puis, à bout d'un moment, viennent des messages. Des messages, oui. Griffonnés à la main sur des petits bouts de papier. Laissés par terre, traînant au sol, près du lit, près du canapé. Je te laisse imaginer la sensation que tu pourrais sentir en étant chez toi, rentrant de tes cours par exemple ou de ton travail, voir la poupée dans un endroit ou une position très bizarre, avec un petit message sur le sol qui t'est destiné. Eh bien c'est ce qu'elles ont vécu. Elles ont eu plusieurs fois des messages même. Quelquefois c'était Help Us. Aidez-moi, aidez-nous. Ou alors Help Lou. Le prénom Lou. L-O-U. Le plus drôle, c'est que ces choses-là étaient écrites sur comme des bouts de papier un peu parchemin, tu vois. Et là, il y a un hic. C'est que ni l'une ni l'autre personne de ces adolescentes qui vivaient dans l'appartement ne possédait ce genre de papier. Un peu parchemin. Et en plus, à ce moment-là, personne ne sait qui s'appelle ou qui est Lou. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien Lou se manifeste. Lou, c'est un ami du couple.
Il dort une nuit sur le canapé. Il se réveille brusquement, le souffle coupé. Quelque chose l'étrangle. Il ouvre les yeux et la poupée est là, sur lui. Ses bras de chiffon autour du cou, en train d'essayer de lui ôter la vie. Il la jette au sol pour se débattre et elle revient. Elle se lève en s'approchant, en marchant, pour lui sauter dessus. L'affaire dégénère très vite. Ils font appel à un prêtre. Puis ensuite, avec ce prêtre, ils font appel aux Warren. Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs du paranormal. Selon eux, ce n'est pas une simple hantise, mais une infestation. Pour ceux qui ont écouté mon podcast sur la possession démoniaque, je pense que vous savez de quoi je parle. La poupée en serait le vecteur. À l'origine, un esprit malin s'y serait attaché et feignant la présence d'un enfant pour s'y introduire. Ils décidèrent de prendre la poupée, de l'enfermer, de la bénir et la place dans une vitrine sécurisée dans leur musée de l'occulte. Sur la vitre, une pancarte en lettres rouges. Warning. Positively do not open. À n'ouvrir bien sûr, sous aucun prétexte. Aujourd'hui, Annabelle est toujours là, dans sa prison de verre. Mais certains disent qu'elle bouge encore. Les actualités récentes avec le nouveau film The Conjuring ont pu raviver cette flamme, tandis que des personnes ont soupçonné que la présence d'Annabelle a causé des décès encore récemment. Ceux qui l'ont moqué ou touché, malgré l'interdiction, auraient subi des accidents étranges. L'un serait mort dans un accident de moto quelques heures plus tard. Et là, je te pose une question. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou un avertissement ? Cette idée qu'on puisse avoir un objet contenir quelque chose, elle n'est pas nouvelle. On la retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles, mais aussi dans des faits divers, même modernes. On va parler ensemble d'un autre cas si tu veux, puisque ce cas-là tu le connais bien. Mais il y en a d'autres, que peut-être tu connaîtras. Ça se passe en Amérique, au début des années 2000. Une boîte. Une boîte en bois, petite, sobre, avec 2 battants gravés et un loquet en métal. À l'intérieur, une coupe de vin, 2 mèches de cheveux, un bouton et une fleur séchée. Et un mot, écrit en yiddish. Cette boîte, connue aujourd'hui sous le nom de D-Book Box, ou la boîte du D-Book, est devenue l'un des objets les plus redoutés du monde de l'occulte. Tout commence avec Kevin Mannis, brocanteur à Portland. Il achète une boîte dans une vente aux enchères. L'objet appartenait à une femme ayant survécu à la Shoah. Ses instructions étaient très claires. Il y avait écrit dessus « Ne jamais l'ouvrir ». Et évidemment, tu te doutes bien que Kevin, trop consumé par la curiosité, eh bien l'a ouvert. Eh oui, forcément. Il pense y trouver un objet rituel. Peut-être même une simple relique. Et là, le problème, c'est que très vite, des choses très étranges commencent à se produire. Au départ, rien de spécial, mais il commence à faire des cauchemars. Puis ensuite, il commence à avoir des ombres. Et même, au bout de quelques temps, entendre des cris.
Il a cette sensation que une silhouette l'observe. Et là, je fais une pause rapidement. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de sentir des silhouettes qui t'observent? Tu sais, quand tu es sur le point de t'endormir, ou quand tu te réveilles le matin, ou même en pleine nuit, ou alors quand tu es seul chez toi en journée. Tu te sens pas très bien et tu sens une certaine présence qui veut t'observer. Ou que peut-être même elle t'observe déjà. Des fois, tu te surprends à te retourner en te disant « Mais est-ce que je suis seul ou pas ?» Eh bien, c'est ce qu'a ressenti Kevin. En tout cas, les premiers temps. Jusqu'au jour où... Eh bien, des objets commencent à tomber dans la maison. Des odeurs de jasmin et d'urine emplissent la pièce sans origine visible. La mère de Kevin un jour est venue visiter et elle fit une erreur que bien sûr elle n'aurait pas dû faire. Tu devines bien sûr de quoi je parle. Elle a touché la boîte. Quelques heures plus tard, la mère de Kevin est victime d'un tragique accident. Elle fait un accident vasculaire cérébral, plus communément appelé AVC. Après ce drame, Kevin décide de s'en débarrasser. Il la vend. Le problème, c'est que l'objet circule. Et depuis ce jour, partout où il est passé, des phénomènes similaires ont été rapportés. Troubles du sommeil, visions, malchance persistante dans la vie des gens. Un prêtre de la communauté juive est consulté. Il confirme ce que certains pouvaient suspecter à l'époque. La boîte aurait, selon ce prêtre, servi à enfermer un dibouk, une entité errante issue du folklore juif, supposée se fixer sur une personne ou un objet. Aujourd'hui, elle est conservée dans un coffre scellé entouré de symboles de protection. Cet objet hanté a été la principale inspiration du film The Possession, qui est sorti en 2012. Pour ceux qui ont approché cette boîte, la fiction semble bien pâle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas que des objets religieux ou anciens qui portent leur lot de mystères. Parfois, une simple reproduction peut suffire. Et c'est ce qui s'est donc passé en Angleterre. Rendez-vous dans les années 80, qui pour moi sont les meilleures années du monde. Une série d'incendies domestiques secoue la région du Yorkshire. Des maisons partent en flammes, des pertes matérielles et même parfois humaines. Mais à chaque fois, un détail est revenu. Un tableau. Oui, un tableau. Toujours le même. Représentant un enfant en pleurs. Intact au milieu des cendres. À cette époque, le tableau suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité. Les pompiers commencent à le remarquer et le mettent dans leur rapport. Et puis ensuite, c'est au tour des journalistes qui s'y intéressent. Et plus précisément, le Sun. À l'époque, un tabloïd britannique très populaire qui publie un article « The Curse of the Crying Boy », la malédiction de l'enfant qui pleure. Des dizaines de lecteurs commencent à écrire à ce tabloïd. Tous affirment posséder le même tableau. Tous racontent des accidents, des départs de feu. Et toujours, la toile est retrouvée indemne. À cette époque, et après cet article, la panique commence très très vite à s'installer. Je te laisse imaginer si toi aujourd'hui, chez toi, tu aurais un tableau dans ce style-là, et qu'un tabloïd ou la presse, ou les médias à la télé, parlent d'un tableau avec typiquement ce qui est représenté dessus chez toi. Et peut-être même que tu essaierais toi de le brûler. Et s'il ne brûlait pas? Je te laisse quelques secondes pour penser à cette image.
Bien évidemment, à l'époque, quand cette nouvelle a fait effet boule de neige un peu panique, beaucoup de gens sceptiques ont refusé d'y croire. Les experts à l'époque tentaient de rassurer en disant que le tableau serait imprimé sur un papier ignifugé, ce qui expliquerait sa résistance. Mais alors une question demeure toujours. Pourquoi tant de foyers touchés? Pourquoi cette image précisément? Et pourquoi une telle émotion devant ce visage? Certains parlent d'un peintre maudit. D'autres d'un enfant mort dans l'incendie d'un orphelinat. Des rumeurs jamais prouvées mais qui s'accrochent. Comme la suie sur les murs par exemple. Aujourd'hui encore, des exemplaires de The Crying Boy circulent toujours dans le commerce et dans les brocantes. Et quelques collectionneurs refusent obstinément de l'accrocher chez eux. Je suppose que ça te plaît beaucoup et que t'aimes bien qu'on discute de ce genre de sujet, donc je te propose de parler d'objets un petit peu plus modernes. Tu as sûrement entendu parler de cette légende, très populaire à l'époque. Car dans les objets modernes, il y a ceux qu'on croit inoffensifs. Comme par exemple une voiture de sport. Mais quand cette voiture est celle de James Dean et qu'on l'a surnommée Little Bastard, l'histoire prend une toute autre tournure. Nous sommes maintenant en 1955, toi et moi. James Dean, jeune star montante d'Hollywood, passionné de vitesse, achète une voiture de sport. Une Porsche 550 Spider. Magnifique, brillante, rapide. Très vite, il l'équipe, il la personnalise, la met à son image et en fait une voiture encore aujourd'hui objet de beaucoup de convoitises. Et même, il plaisante et en joue en disant que cette voiture à l'époque est maudite. L'ironie du sort, c'est que quelques semaines plus tard, il meurt au volant. Un choc frontal. Mort sur le coup. Instantané. La voiture, complètement broyée. Mais les pièces sont récupérées. Je te laisse imaginer ce qui peut se passer. En tout cas, c'est là que les ennuis commencent. Le moteur est placé dans une autre voiture de course. Le pilote se tue. Les pneus sont vendus. Ils éclatent simultanément. Résultat, 2 accidents. Le châssis, exposé dans une campagne de sensibilisation routière, tombe sans raison sur un mécanicien qui, sur le coup, meurt écrasé. La remorque qui transportait la voiture se détache et tua un passant. Et peu à peu, la rumeur se répand. Little Bastard tue, même en morceaux. Le châssis disparaît mystérieusement à la fin des années 60. Volé ou caché, personne ne le sait, car personne ne l'a revu. Mais ceux qui ont touché ces restes ont voulu les exposer et racontent toujours la même chose. Un sentiment étrange, une oppression et parfois un prix à payer. Alors, compte en commun une poupée, une boîte, un tableau et une voiture. Eh bien rien. Absolument rien du tout. Des objets très différents, mais qui partagent par contre un même souffle, une même impression. Qu'ils ne sont pas seuls. Ce qu'on croit souvent, c'est qu'un objet est une chose neutre. Un outil, un décor. Qu'il traverse le temps sans rien garder. Qu'il est là, simplement là, sans mémoire, inanimé.
Et pourtant, il arrive qu'un objet dérange, sans raison apparente. Une simple bague, un miroir, une poupée, rien d'effrayant, pardon. Et pourtant, quelque chose cloche. On le regarde, on le repose, parfois on le sent, qu'il ne nous a jamais quittés. Dans toutes les histoires que nous venons d'entendre, il y a une chose qui revient. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ce n'est pas ce que l'objet fait, c'est ce qu'il provoque. Chez Donna, ce n'est pas la poupée Annabelle qui parle, c'est ce qu'on entend autour d'elle, ce qu'on rêve ou ce qu'on ressent. Avec la boîte d'e-book, ce n'est pas le bois ni les objets à l'intérieur qui posent problème. C'est ce qu'elle semble contenir ou encore canaliser. Le tableau de l'enfant qui pleure, lui, ne bouge pas. Mais il reste intact dans les cendres. Et cela suffit à faire trembler ceux qui le croisent. Quant à la voiture de James Dean, ses pièces sont dispersées, transformées, et pourtant, partout où elles vont, elles laissent derrière elles le goût amer du drame. Alors la question devient simple. Elle n'est pas « est-ce que ces objets sont hantés ?», mais plutôt « qu'est-ce qui s'est attaché à eux ?» Certains chercheurs au XIXe siècle ont tenté d'y répondre. Joseph Rhodes Buchanan, notamment, pensait que chaque objet pouvait retenir la trace de ce qu'il avait traversé. Pas une trace visible, hein. Non. Pas une empreinte physique non plus. Plutôt une mémoire subtile ou un écho. Il appelait ça la psychométrie et affirmait que certaines personnes pouvaient, en touchant un objet, ressentir ce qu'il avait vu. Des émotions, des images, même des noms. Un bijou chargé de tristesse, un meuble imprégné de peur, ou encore même une poupée contaminée par une présence. L'idée, en fait, elle peut sembler un peu farfelue, c'est vrai, et pourtant, elle a été reprise maintes et maintes fois, explorée, testée, sans jamais être prouvée. Mais sans jamais disparaître non plus. Car bien dans les traditions, cette intuition existe depuis toujours. On la retrouve dans des rituels de purification, dans les rites de passage, dans les mises en terre. On ne garde pas tout. On ne transmet pas n'importe quoi. Certains objets sont bénis, d'autres sont brûlés. Et certains, ne doivent jamais être ouverts. C'est l'avertissement, ou plutôt c'était l'avertissement laissé sur la boîte d'e-book. Et pourtant, elle a été ouverte. Et si ce n'était pas un esprit, mais simplement une mémoire emmurée à l'intérieur. Un cri qui reste piégé dans le bois. Un chagrin non exprimé, enfermé dans un cadenas. On croit souvent à tort que seules les maisons peuvent être hantées. Mais peut-être que les objets le peuvent aussi, à leur façon, silencieuse, même persistante. Pour contrebalancer ça, il existe quand même une autre hypothèse, cette fois-ci plus scientifique. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout aussi troublant. Nous savons encore aujourd'hui, même dans le monde moderne, que le cerveau humain est un monde complexe, capable de réagir intensément à la peur, même quand elle est anticipée. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle communément l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. On croit qu'un objet peut nous faire du mal, et notre corps, notre esprit, y réagissent. Insomnie, nausées, vertiges, des cauchemars, des visions, même des accidents qu'on n'explique pas. Est-ce que c'est l'objet qui a agi ? Ou encore notre croyance qui a agi à travers lui ? On nous dit que le tableau est maudit. En exemple, hein,
On l'achète. Une ampoule claque. Un bruit dans la nuit, on sursaute. Et chaque coïncidence devient une preuve. Chaque détail, une menace. Et bien dans ce cas présent, c'est peut-être notre propre cerveau qui fabrique la peur. Et qui parfois, dans certains cas, eh bien, lui donne vie. La matérialise. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour autant, cela ne rend pas les effets moins réels, non. Mais par contre, en tout cas, ça va changer leur origine et leur nature. Et là, je te pose une question. Une question sérieuse. Est-ce qu'il faut donc arrêter d'y croire? Est-ce qu'il faut arrêter de raconter ces histoires? Et est-ce qu'il faut arrêter de s'en méfier? Pour ma part, je pense... pas nécessairement. Car il existe un troisième regard, à la croisée des chemins. Ni tout à fait rationnel, ni totalement mystique. Plutôt un regard culturel. Partout sur Terre, dans toutes les époques, les humains ont donné du pouvoir aux objets. Des amulettes, des fétiches, des talismans, des armes sacrées, des idoles, ou encore des pierres tabous. Ce n'est pas une exception. C'est une constante humaine. Au Japon, on brûle les poupées Ina à la fin de l'hiver pour libérer les âmes des enfants morts. En Afrique, les statuettes baoulées sont chargées par des rituels pour contenir des esprits. En Inde, certaines statues sont considérées comme trop anciennes, trop puissantes pour être gardées chez soi. Elles sont scellées ou rendues à la terre. Ce n'est pas de la superstition. C'est un langage symbolique. Une façon de dire « cet objet n'est pas juste un objet ». Et dans notre société moderne, ce langage existe encore, mais sous d'autres formes. Une bague de fiançailles, une urne funéraire, un vêtement d'un disparu. Encore un jouet d'enfant qu'on ne jette jamais. Au final, et je pense que tu seras d'accord avec moi, les objets sont des fragments de mémoire. Parfois, ce qu'ils contiennent dépasse ce qu'on a vécu. Mais il y a aussi des cas où la prudence, elle n'est pas symbolique. Elle est concrète. Des enquêteurs, des médiums, des prêtres recommandent de ne jamais prendre un objet inconnu. De ne pas rapporter de pierres, d'objets rituels ou de poupées anciennes, surtout si leur origine est trouble. Pas par peur, mais plutôt par respect. Parce que si un objet a été lié à un drame, il est possible qu'il en reste quelque chose. Une émotion, une boucle, un morceau de douleur. Et même si ça ne se voit pas, eh bien ça peut déjà se ressentir. C'est là que moi je me pose une question. Comment on fait la part des choses? Parce qu'enfin même, aussi j'y réfléchis et je me rends compte que il n'y a pas de protocole universel. Par contre, il peut y avoir des réflexes, des gestes simples. Si on a des doutes, eh bien pourquoi pas isoler l'objet, observer, noter chaque fois qu'il se passe quelque chose. Pourquoi pas même filmer et enregistrer tout ce qui est possible. Évaluer la température, l'humidité, les champs électromagnétiques. Faire appel à un tiers, un technicien, un psychologue, un médium ou simplement un regard extérieur. Juste pour se convaincre et savoir si c'est un effet nocebo ou si l'objet provoque vraiment quelque chose. Il est de commune mesure et de bonne pratique dans le paranormal, et cela s'applique aussi aux objets potentiellement hantés ou maudits, si on en croit cette règle-là.
c'est de ne jamais chercher à provoquer. On ne défie pas l'invisible. Et encore moins quand on ne sait pas à qui on a affaire. On ne fait pas d'appel. Et surtout, on ne joue pas. C'est pas parce qu'un phénomène n'est pas explicable qu'il est forcément sans conséquence. Et cette phrase, elle devrait résonner en nous dans toutes les étapes de notre vie. Mais je vais quand même te poser une dernière question. Un peu plus intime. Mais aussi plus difficile. Pourquoi ces objets nous dérangent-ils tant? Est-ce que c'est parce qu'ils sont réellement chargés de quelque chose? Ou parce qu'ils réveillent en nous une peur plus ancienne? Celle que les choses puissent voir, sentir ou attendre. Celle que ce que nous laissons derrière nous ne disparaissent pas vraiment. Une poupée oubliée, une boîte refermée, un tableau silencieux ou encore un véhicule abandonné. Et si tous ces objets finalement étaient simplement des miroirs, des reflets de nos failles, des souvenirs qu'on n'a pas digérés, des symboles de ce qu'on refuse d'admettre, que le monde est peut-être plus poreux qu'il n'y paraît, que la matière n'est peut-être pas si inerte, et que parfois les objets nous regardent autant que nous les regardons. Alors, certains objets sont jetés, d'autres sont vendus, et quelques-uns nous quittent, mais ne nous laissent pas vraiment. Parce que oui, ils peuvent nous poursuivre. Pas parce qu'ils sont hantés, mais parce qu'ils ont changé quelque chose en nous, ou autour de nous. À l'intérieur. Un doute, un malaise, un souvenir impossible à effacer, c'est peut-être ça, la vraie malédiction. Pas des esprits ou des entités qui nous veulent du mal, mais des choses si marquées par la vie ou la mort qu'elles deviennent autre chose. Des déclencheurs, des catalyseurs, des éclats d'invisibles pris dans la matière. Et si ces objets nous parlent, ce n'est peut-être pas pour nous faire peur. C'est pour nous faire écouter. Écouter ce que nous projetons, ou peut-être même ce que nous refusons d'admettre, ou encore ce que nous continuons de fuir. On dit parfois que l'esprit humain est capable de transformer n'importe quoi en signe, que la peur déforme, que le chagrin s'accroche, et que l'objet au fond, eh bien il n'est qu'un support. Mais si le support garde une trace, si la douleur imprime son passage, si la mémoire se colle à la matière, alors il n'est plus juste un objet. Il devient le prolongement de ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on a oublié ou ce qu'on n'a jamais compris. Alors non, tous les objets ne sont pas maudits. Tous les récits ne sont pas des preuves. Et tous les phénomènes ne sont pas paranormaux. Mais il suffit d'un seul cas. Un seul objet qui résiste à l'explication. Un seul témoignage qui tienne malgré les années pour que le doute persiste. Et dans ce doute, il y a quelque chose de précieux. Parce qu'il nous pousse à regarder les choses autrement, à toucher avec prudence, à vivre avec un peu plus de conscience. Pas pour croire à tout, mais pour ne pas passer à côté de ce qui nous dépasse. Merci à vous pour votre écoute et vos messages. Si l'épisode vous a parlé, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne ou en podcast, le liker, le partager. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses des objets hantés en commentaire ou dans le chat. Est-ce que t'en as déjà croisé un? Est-ce que t'en as eu un chez toi? Ou encore, est-ce que t'en as déjà ressenti quelque chose? C'était Ellie, et vous étiez dans le Talk Paranormal. Gardez la tête froide,
et le cœur ouvert.